Bonjour Jocelyne Choury. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Essais mystiques et ludiques sur la langue des oiseaux ». Titre qui attire notre curiosité parce qu'il inclut deux mots, mystique et ludique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux ? Alors, la langue des oiseaux, je pense que tout le monde connaît la langue des oiseaux. Ce sont finalement des jeux de mots. C'est-à-dire qu'on part d'un mot courant. Alors, on ne peut pas le faire avec tous les mots, c'est certain, mais je vais vous donner un exemple tout de suite. Les lunettes, lunettes. Maladie, mal a dit. Par contre, si je dis la maladie, c'est l'âme a dit. Donc déjà, on va rentrer dans d'autres dimensions. Donc, c'est donner un sens au mot différent de celui que nous connaissons par l'apprentissage que nous en avons reçu. Exactement. Et en même temps, il y a une grande attention au son, à la construction et même parfois à l'orthographe. Donc, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on regarde. Et c'est intéressant parce que finalement, souvent, les jeux de mots, on les trouve partout finalement, et des fois, on ne les voit pas toujours. Et c'est ça le grand jeu, si je puis dire, le côté très ludique, finalement. Le premier aspect, disons. Voilà, alors vous pourriez nous parler un petit peu plus de cet aspect ludique, parce que ce n'est pas deux mots qui se marient très souvent, ludique et mystique. Alors, pourquoi ludique et pourquoi mystique ? Est-ce que les deux, dans la langue des oiseaux, se concilient et comment ? Oui, très bien. D'ailleurs, si je devais définir la langue des oiseaux, je dirais que ça apporte de la joie. Beaucoup de joie. Parce que les jeux de mots, en général, c'est couramment, les gens, quand ils parlent entre eux, quand ils font des jeux de mots entre eux, ils rient, ils sont joyeux. Et alors, sur le plan mystique, vous savez, on dit toujours qu'un saint triste, il faut pas être est un triste saint. Et les mystiques ne sont pas des gens sérieux spécialement, ils savent rire aussi. Donc ça se marie très bien. Dans votre livre, justement, vous parlez beaucoup, à un moment donné, du rôle de l'importance des devinettes. Oui, d'ailleurs, devinette, vous remarquerez, il y a divin dedans. Divinatoire, divin. Oui, parce que les rébus aussi sont très importants. Il y a tous les jeux, les anagrammes, les acrostiches en poésie, etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais c'est très vaste, la langue des oiseaux, hein. Très vaste. Par exemple, vous donnez une devinette qui est amusante concernant le langage des oiseaux en disant « Comment le parapluie s'avère-t-il utile ?» Et la réponse « En cadeau, en cas d'eau. » Voilà. Oui, mais il y en a plein de choses comme ça. Quel est le comble de la tendresse ? Vouloir embrasser l'horizon. Oui. Donc, si on ne peut pas trouver une devinette, on donne sa langue au chat. Oui. D'ailleurs, j'explique qu'à l'origine, c'était donner sa langue au chien. Et bon, après, ça a été transformé. Bon, c'est vrai que le chat, c'est le félin, c'est plus... c'est mieux, je trouve, personnellement. Mais bon... Donc finalement, la devinette, elle va au-delà de la devinette. Oui. Oui. Il y a plein de choses. Et alors, dans la littérature, entre autres, on ne s'aperçoit même pas. Bon, par exemple, dans le livre, je parle de Jules Verne. Jules Verne, il a travaillé ce qu'on appelle la cryptographie. C'est plein de choses dans Jules Verne. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a des tas d'écrivains aussi. Mais il y a un côté un petit peu énigmatique dans la devinette. Oui, bien sûr. Un peu comme dans le tarot. Réfléchir. Vous en parlez aussi du tarot. Oui, mais il faut réfléchir. Oui. Ça fait réfléchir. C'est-à-dire qu'un mot qu'on utilise tous les jours, c'est un mot, point. Il a une signification. Mais si on commence ce mot, on commence à le faire parler autrement, on n'est plus tout seulement dans le mental, on va aller dans quelque chose, dans une autre dimension. Et c'est ça pour moi qui est important. C'est cette autre dimension, cette profondeur qu'on va donner aux choses, aux mots donc. Et il faut vouloir aller dans cette dimension, cette autre dimension, ou alors on y va sans le savoir. Souvent, oui. On fait beaucoup de choses inconsciemment, de toute façon. Dans notre langage quotidien, de toute façon, on utilise des choses dont on ne se rend pas toujours compte. Et c'est quand on est un peu, j'allais dire, curieuse, donc me concernant, par exemple, et qu'on va les fouiller dans les mots. Enfin, compte, c'est d'abord amusant.
Et en s'amusant, on apprend. Et ça, c'est important. On va dépasser de soi-même, je dis toujours, la signification même des mots et on va au-delà. Alors bon, il y a plein d'exemples dans le livre, forcément. Comment la langue des oiseaux, parce qu'on dit la langue des oiseaux, mais à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas les langues des oiseaux? Vous nous parlez, vous évoquez le verlan, vous évoquez l'argot. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes formes, de ces différentes expressions que prend la langue des oiseaux? Tout le monde a utilisé plus ou moins la langue des oiseaux. Déjà les troubadours, par exemple. La rose, c'était l'éros. Amor, c'est l'amour, etc. Roma, amor. Ça s'utilise dans toutes les langues, il faut savoir. Là, moi, je parle de la langue française parce que je connais la langue française, mais on peut l'utiliser dans d'autres langues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que. Il y a les alchimistes, entre autres. Par exemple, je prends un alchimiste célèbre qui s'appelle Cancelier. Cancel, I-E. Et oui. Donc, tout le monde l'a utilisé, plus ou moins. Et Rabelais. Alors là, Rabelais, c'est le summum, je dirais. Et ce n'est pas une manière un petit peu de créer un langage spécifique, parce que vous parlez des troubadours, vous parlez des alchimistes. Le langage des alchimistes n'est pas le même que celui des troubadours. On peut parler aussi du verlan, qui est un langage créé par les jeunes. Est-ce que ce n'est pas une manière de créer une forme de communauté? On peut le voir effectivement comme ça. C'est une manière de reconnaissance entre gens, les alchimistes entre eux. Donc, eux, ils disent la langue verte. Hein. Il y a d'autres mots. Rabelais dit le gai savoir. Le gai savoir. La langue montrée qu'on entend aussi. Mais c'est une manière de communiquer. Alors, comme communique, comme unique. C'est une manière de communiquer entre soi, mais c'est pas seulement un entre-soi. C'est une manière d'aller dans la connaissance et entre connaissants de se reconnaître. Alors le verbe connaître, n'est-ce pas, naître avec, etc. Il y a tout, on peut après partir tout un élément. Alors, il y a les troubadours, j'ai cité, il y a les alchimistes, il y a la langue, il y a Outaro, on trouve, il y a des écrivains français qui l'ont énormément utilisé. Mais c'est très vaste. Et c'est vrai que ça fait le sujet d'un livre, parce qu'en parler comme ça, c'est presque frustrant, je dirais. Oui, oui. Alors, quelles sont les techniques, si l'on peut dire, qui sont utilisées dans la langue des oiseaux? Il n'y a pas une seule technique, il y a différentes techniques. Vous pouvez nous en parler un petit peu et puis nous donner des exemples concrets, des exemples comme vous en citez dans votre livre. Alors, il y a le mot tout simple qu'on va couper en deux. Bon, infirmière, infirmière. D'ailleurs, j'aurais presque une anecdote, très rapidement. Oui. Une dame, un jour, à qui j'en ai parlé, m'a dit « Ah, mais c'est formidable, parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de personnes infirmes, et je viens de me rendre compte qu'inconsciemment, j'ai choisi peut-être ce métier pour réparer des gens de ma famille. » Alors, vous voyez un peu les implications. Un mot simple. Après, il y a des phrases. Donc un message inconscient, en fait. Oui, oui. Oui. Puis après, il y a les phrases, il y a des textes qui sont codés. Par exemple, dans Jules Verne, il va employer un bateau qui va s'appeler « C'est les Graal ». Mais ça peut se dire « C'est le Graal ». Vous voyez ? Donc, il y a plein d'implications dans cette langue-là. C'est très vaste. Vous parlez aussi du palindrome, de l'anacyclique, des mots un petit peu barbares. L'anagramme, vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors, l'acrostiche est un exemple très, très ludique, justement. On n'en est pas tout à fait sûr, c'est un courrier qui avait été fait par George Sand, qui répondait au poète Alfred de Musset, qui lui avait écrit une longue lettre. Et en principe, l'acrostiche, on prend les premières lettres sur le côté de chaque vers, et ça fait une phrase. Et elle lui répond pareil. Alors c'est superbement écrit avec. Alors je laisse le mystère. Hein. On va pouvoir l'afficher et puis. Par exemple. Alors il y a aussi la poésie. On parle. C'est l'enfant pauvre de la littérature finalement, la poésie. On n'en parle pas assez. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis d'une personne, elle pleurait. Et si je vous réponds en poésie, elle vivait dans la fluidité des larmes. C'est complètement différent. Complètement.
ça heurte moi, parce qu'elle pleurait, elle pleurait, point. Mais la fluidité des larmes, ça veut dire qu'elle vivait dans ça. Il y a une tristesse derrière. Ah oui. Et on l'exprime avec plus de, j'allais dire, de longueur et de langueur même. Vous voyez? Oui. Donc, on ne se rend pas assez compte de l'importance des mots. Et qu'on peut les faire parler avec des nuances. Mais dans les techniques, pour revenir aux techniques même dont on parlait, il y a aussi l'apophthegme qui met des mots en évidence et vous donnez des exemples qui sont intéressants. Par exemple, je m'assieds ou je m'étale. Que faire? Que faire, ouais. FER. L'acier, le métal, le fer. Les moulins, c'était mieux avant. Les moulins avant. Oui. Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres? Donc là, C'est pas de moi, bien sûr. Hein, ça, Oui. on trouve des choses un peu partout. C'est comme on trouve cette fameuse phrase au lieu de soi nier, il vaut mieux guérir. oui. Il y en a plein comme ça. Et c'est intéressant parce que ces techniques de la langue des oiseaux font que celui qui lit ou qui entend va devoir prêter une attention, je dirais, active. Et ça n'est plus simplement le langage courant que l'on échange avec une personne. Il va falloir aller dans les mots, il va falloir aller les chercher. Mais c'est pour ça que je dis toujours, souvent on parle, mais on ne s'écoute pas. Et on ne s'écoute pas de soi-même. Parce que dans toute parole qui dit, par exemple, quelqu'un qui vous dit « j'en ai plein le dos », ça exprime quelque chose. Et souvent, on dit les choses, alors que derrière ces choses-là, il y a d'autres choses. Et c'est dommage parce que dans l'écoute, dans le vrai dialogue, c'est écouter. S'écouter. C'est pas un dialogue de sourds, comme on dit, ni un dialogue à un, chacun de son côté. Or, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, des fois, que les gens ne savent plus écouter. Et s'écouter, en plus. Alors là, justement, vous abordez ici, je pense, la dimension mystique de la langue des oiseaux. C'est-à-dire, comment fait-on pour connaître et utiliser la langue des oiseaux? Que faut-il faire, à votre avis, pour la découvrir dans sa richesse? Moi, je dirais qu'il faut être un être curieux, déjà. Alors, curieux dans le bon sens du terme, bien sûr, mais être curieux un peu de tout. Et que prêter attention à ce qui nous entoure, à toutes ces choses aussi. On oublie aussi les symboles, parce qu'il y a une part symbolique aussi, déjà, dans la langue des oiseaux. Mais c'est avoir envie d'eux. Et quand on aime, comme moi j'aime la langue française, on s'aperçoit qu'on a une très jolie langue. Alors je ne dis pas que les autres langues ne sont pas belles. Et en étant curieux de tout ça, alors moi j'incite toujours à lire, aujourd'hui on lit beaucoup moins, malheureusement peut-être, et ça permet de s'approfondir soi-même, d'aller au-delà de soi, et de se laisser traverser par d'autres choses. Alors c'est difficile à exprimer, c'est très difficile parce que ça fait partie du ressenti. Et ce que vous voulez dire, c'est que on perd le sens des mots actuellement, et il faudrait retrouver le sens et l'amour des mots pour aller comprendre leur sens dans toute leur étendue, dans toute leur richesse. Surtout les pas utiliser à outrance dans certains sens et mal. Pas utiliser un mot qui est trop excessif, ça se fait beaucoup en ce moment, et les recentrer dans ce qu'ils sont, dans leur essence même du mot, et pouvoir l'exprimer. Moi, je vais même vous dire, c'est rester simple, le plus simple possible, que les mots soient... J'allais dire que le langage vous traverse. C'est difficile, je vous dis, à exprimer tout ça. Moi, je travaille dessus depuis des années, donc forcément, moi, je le ressens. Mais c'est vrai que dans la vie souvent courante... qu'il ne faut pas emprisonner les mots, oui, que les voilà. mots sont dans des cages comme des oiseaux, et qu'il faut ouvrir la porte de la cage pour que les mots prennent un autre sens. Alors, qui est-ce qui ouvre la porte? C'est nous. C'est nous, il n'y a que nous qui pouvons ouvrir toutes les portes. Je dirais, il n'y a pas que les mots, malheureusement. C'est nous qui devons ouvrir des portes, sans arrêt ouvrir des portes. C'est être un être ouvert au monde, être ouvert à tout. Et
il n'y a pas que le langage, et le langage, c'est la première expression que nous avons pour nous exprimer, hein, pour nous parler, et puis peut-être c'est savoir se parler. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on se mette dans un état d'esprit particulier. Il Oui, faut d'ouverture complet, d'ouverture complet. C'est-à-dire, quand je dis aller au-delà des mots, c'est se servir des mots, mais les laisser nous servir aussi. Mais c'est tout un sens, il y a un va-et-vient entre nous, et forcément, le mot est là pour partager quelque chose. Et souvent, nous parlons, moi la première d'ailleurs, mais nous parlons et nous nous écoutons parler, ça c'est bien, mais il faut aussi atteindre l'autre, et que l'autre soit atteint par nos mots, et se comprendre. Et ce qui fait que malheureusement, il y a des mots, on ne les comprend pas tous pareil. On a tous comment dire, on a un ressenti d'un mot qui n'est pas toujours le même. Oui. Et c'est pour ça, des fois, que dans un dialogue, c'est pas facile, justement. Le dialogue n'est pas toujours facile. Vous consacrez un chapitre très, très joli dans votre livre à la musique et au parfum des mots. Oui, mais ça, c'est mon côté poésie. C'est, Oui. pour moi, les mots... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des mots qu'on n'aime pas. Pourquoi? Des mots qu'on aime. C'est la sonorité, peut-être. Je pense qu'il y a la sonorité. On n'est pas tous pareils. Hein. Quand on lit quelque chose, on ne va pas tous ressentir pareil ce qu'on lit. Et quand on parle, ben, c'est pareil aussi. On n'a pas les mêmes ressentis. Nous sommes des êtres différents. Et pourquoi les parfums? Alors, c'est très curieux parce que je trouve que les mots, oui, ils ont un parfum. Alors ça aussi, c'est pas facile à exprimer. Hein. Non. Ça fait partie du ressenti. Oui. De ce qu'on aime. Bon, par exemple, moi, il y a des mots, je sais pas, je prends des mots en L, j'aime beaucoup. Peut-être parce qu'il y a des ailes et que j'aime bien le côté encore volatile des oiseaux. Il y a des mots qui heurtent, mais je pense que dans la langue française, en plus, elle est très riche, la langue française, de toute façon. On a des mots, oui. Pourquoi les aime-t-on plus que d'autres? Et la poésie, justement, répond à ça, parce que la poésie utilise... Alors, il y a la poésie en vers, mais il y a aussi la poésie libre, hein, les assonances. On oublie aussi les assonances. Par exemple, un exemple, c'est du Racine, si mes souvenirs sont bons. Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Vous savez, la lettre S. Donc, les serpents, ça siffle. Vous voyez, l'utilisation du langage, du son. Et on en revient au son, encore une fois. Et la musique. Oui. Et le parfum. Et on oublie une chose. Le parfum, c'est aussi les souvenirs. Voilà. Des fois, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, vous sentez son parfum, d'un seul coup, vous vous souvenez de quelqu'un qui avait peut-être le même parfum, quelque chose. Et il y a une mémoire olfactive, effectivement. Oui. Mais il y a une mémoire des mots, parce qu'il y a des mots qui vous font vous souvenir de quelqu'un qui vous a dit quelque chose. Justine Choury, en découvrant, en utilisant, en pratiquant, en aimant la langue des oiseaux, est-ce qu'on n'apprend pas, en fait, à soulever le voile des apparences, c'est-à-dire à aller au-delà du sens qui nous semble évident d'un mot et à aller chercher ailleurs quelque chose d'autre. Oui, et puis c'est superbe, parce que vous réenchantez un petit peu les mots, vous leur donnez une autre saveur. Alors là, on entre aussi dans la saveur, j'en ai pas parlé. Il y a une saveur des mots, il y a un parfum des mots. Et puis ça fait partie ça donne de la joie de vivre, ça fait partie de notre ça exerce notre sensibilité. Et oui, on soulève. Et si on pouvait dans la vie soulever comme ça plein de voiles, c'est comme ouvrir des portes, c'est un peu le même sens finalement. Oui. On ouvre. Oui. Eh bien, ça sera sur cela que nous allons conclure cette émission consacrée à votre livre, L'essai mystique et ludique sur la langue des oiseaux. Je voudrais simplement citer une partie de votre livre qui synthétise tout ce que vous venez de nous dire et dans laquelle vous disiez « La langue des oiseaux est une langue poétique, personnelle, qui permet aux mots, et mots M-A-U-X aussi, de sortir de la cage, ils peuvent s'envoler vers d'autres horizons ou migrer en d'autres lieux. L'objectif n'est pas de nous permettre de travailler ou de nous comprendre parfaitement, mais de rêver, de contempler, d'imaginer et de jouer avec les mots qui se prennent parfois trop au sérieux. » Ouais. Jouer, joie.
Merci Jocelyne. Merci à vous.